D'ici 1942, la guerre n'était plus un autre grand conflit européen. Elle était désormais fermement une affaire mondiale, enveloppant toutes les grandes puissances du monde alors que les Alliés se confrontaient à la tyrannie et à l'agression des nations de l'Axe. Face à de telles forces colossales, aucun pays ne pouvait se tenir seul et les événements qui affectaient un combattant auraient finalement des conséquences pour l'autre plus loin sur la route. Dans cette optique, alors que les alliés occidentaux et l'Union soviétique menaient effectivement des guerres séparées contre le même ennemi, il fallait une coopération entre les deux fronts afin d'étrangler l'Allemagne nazie et d'assurer la victoire contre le fascisme. Cependant, la relation était souvent tendue car les deux blocs de puissances alliées se méfiaient des intentions de l'autre une fois la guerre terminée. Ainsi, nous arrivons au sujet de l'épisode d'aujourd'hui et à une histoire de la guerre qui fait toujours l'objet de nombreux débats aujourd'hui. C'était une opération qui n'avait pas d'objectif militaire spécifique autre que d'être une expérience de débarquement amphibie de la taille d'une division contre une plage fortifiée et comme un geste envers l'Union soviétique qui commençait à se sentir abandonnée par ses alliés. C'est une opération qui s'est gravée dans le cœur et l'esprit du peuple canadien pour tous les sacrifices qu'on leur a demandé de faire. C'est l'histoire de l'opération Jubilee, le raid de Dieppe. L'arrivée de 1942 a marqué le début probablement de la période la plus sombre pour les Alliés engagés dans la lutte contre le fascisme et qui comprenait désormais les États-Unis et l'Union soviétique après que ces deux nations ayant été prises par surprise par des attaques des nations de l'Axe, le Japon et l'Allemagne respectivement. Sur le front de l'Est, les forces allemandes, avec leurs alliés anti-soviétiques, avaient survécu à leur premier hiver rigoureux et avaient repris leur offensive vers l'Est, repoussant l'armée rouge et se précipitant dans la région riche en pétrole du Caucase. En Afrique du Nord, Rommel continuait à se frayer un chemin à travers les forces britanniques et du Commonwealth en Égypte, tandis que la Grande-Bretagne elle-même, bien qu'ayant échappé à l'invasion en remportant la bataille d'Angleterre, souffrait sous un blocus de sous-marins de plus en plus efficace. Dans les nouvelles arènes du Pacifique et de l'Asie, le Japon semblait tout aussi invincible, ses forces menant leur propre blitzkrieg, prenant de plus en plus de territoire chaque jour qui passait, tandis qu'en mer, il se rapprochait de plus en plus des États-Unis, côte ouest. 15 ans, ce contexte de désastre, les relations entre les trois grands dirigeants alliés, Winston Churchill de Grande-Bretagne, Franklin XV des États-Unis, Roosevelt et Joseph Staline de l'Union soviétique, se sont également de plus en plus tendues. Avec l'entrée en guerre de l'Amérique, avec sa puissance industrielle et sa main-d'œuvre immense pouvant être jetée dans la bataille, Staline a commencé à exiger que ses alliés attaquent l'Europe occidentale occupée immédiatement et ouvrent un second front sur le continent pour soulager la pression sur ses propres forces à l'Est. Il y avait aussi de nombreux commandants américains qui partageaient ce sentiment, pensant qu'une attaque immédiate sur la France, suivie d'une charge en Allemagne pour éradiquer la direction nazie mettrait fin au combat partout, alors que l'Allemagne nazie s'effondrait. Comme le dit le vieux dicton, couper la tête du serpent et le corps mourra. Cependant, malgré une promesse initiale à Staline, Churchill était en désaccord, tout comme son homologue américain. Il croyait qu'une telle attaque, à ce moment-là, échouerait compte tenu de la force de l'Allemagne, même avec des millions de ses troupes en Union soviétique. De plus, les tactiques et la technologie pour une telle attaque amphibie massive sur la guerre atlantique de l'Allemagne, sa chaîne de défense côtière s'étendant de la Scandinavie à l'Espagne, alors en construction, n'avaient pas été testées. Tout cela, bien sûr, sans prendre en compte les ressources nécessaires pour la guerre contre le Japon. Dans un effort pour apaiser Staline, il a suggéré que les Alliés devraient se concentrer sur la défaite de Rommel en 1942, tout en menant en même temps une intense campagne de bombardement de l'industrie et de l'infrastructure allemande pour réduire la capacité de l'Allemagne nazie à fabriquer des matériaux de guerre. Une invasion pourrait alors être lancée en 1943, moment auquel la situation en Extrême-Orient avec le Japon devrait s'être stabilisée. Mais plutôt que de rassurer Staline, la recommandation de Churchill n'a fait qu'activer la paranoïa notoire du dictateur. Staline savait qu'avant d'être contraint à un mariage de convenance pour faire face aux menaces nazies, Churchill avait été un fervent anticommuniste et avait été le moteur en Grande-Bretagne pour envoyer des troupes et des armements pour aider la cause russe blanche pendant la guerre civile russe, tout comme les États-Unis.
Avec cette connaissance, et armé d'estimation du nombre de ses compatriotes qui périraient avant le deuxième front prévu par Churchill l'année prochaine, Staline a commencé à soupçonner que le retard était délibéré afin de saigner l'Union soviétique de autant de ses habitants que possible combattant les nazis. Ne voulant pas perdre la collaboration de Staline, Churchill savait qu'il devait faire quelque chose pour convaincre l'Union soviétique que lui et Roosevelt étaient déterminés à jouer un rôle égal dans la défaite de l'Allemagne nazie en Europe. Pesant ses options, Churchill a commencé à envisager l'idée de débarquer une force considérable à un endroit en France où il pourrait infliger de lourdes pertes et causer des dommages significatifs sur une période de 24 heures avant de se retirer. Essentiellement, c'était un raid, mais plus grand que tous ceux qui avaient été menés auparavant. Mais même cela n'a pas suffi à tempérer Staline, qui a clairement fait savoir qu'il pensait que Churchill et Roosevelt revenaient sur leurs paroles concernant un second front. Mais au final, ils ne pouvaient pas faire grand-chose à ce sujet. Alors que la logistique du plan commençait à être élaborée, deux partisans éminents du raid ont émergé. Le premier, et peut-être le plus inattendu, était le Fighter Command de la Royal Air Force, la branche du service chargée de prendre le contrôle de l'air à la Luftwaffe allemande. Ayant été victorieux dans la bataille d'Angleterre pendant l'été de 1940, les opérations de chasse ont considérablement diminué en 1941. Car une grande partie des flottes de bombardiers allemands ont été déplacées à l'est contre les soviétiques, et donc les chasseurs de la Royal Air Force ont maintenant dû aller chercher leur proie sur l'Europe. Malheureusement, les Supermarine Spitfire et Hawker Hurricanes manquaient de la portée nécessaire pour de telles opérations offensives. Et avec l'arrivée de l'impressionnant chasseur Focke-Wulf FW-190, qui surpassait même le plus récent Spitfire Mk5S, les Allemands ont pu obtenir la supériorité aérienne sur l'ouest de la France. Jusqu'à la Manche. Une attaque majeure sur le littoral français. Comme celle qui est prévue, attirerait un grand nombre de combattants allemands, qui pourraient alors être rencontrés par des combattants de la Royal Air Force volant assez près de chez eux. Ils pourraient également mieux s'organiser efficacement, connaissant les positions des Allemands, et utiliser leurs Spitfires Mark IX conçus spécifiquement pour combattre le FVV 190 dans l'espoir d'infliger de lourdes pertes à la flotte de chasseurs de la Luftwaffe. En France, l'autre grand partisan du raid, et certainement le plus significatif, était le gouvernement canadien et le haut commandement de l'armée canadienne. Depuis septembre 1939, la Marine royale canadienne avait vu un combat intensif contre les flottes de sous-marins allemands, tandis que les membres de la Royal Canadian Air Force avaient combattu dans la bataille d'Angleterre et faisaient maintenant partie intégrante de l'offensive de bombardement nocturne contre l'Allemagne. Mais à part participer à la défense malheureuse de Hong Kong, l'armée canadienne avait vu relativement peu d'action par rapport à leurs alliés britanniques et américains, ces derniers n'étant en guerre que depuis quelques mois en 1942. Des milliers de Canadiens avaient effectué la périlleuse traversée de l'Atlantique pour aider à la défense de la Grande-Bretagne et étaient maintenant impatients de s'engager dans le combat et de prouver leur valeur. Il a donc été convenu que le raid serait principalement une affaire canadienne, mais soutenue par le soutien des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Cependant, la planification de l'opération est restée largement entre les mains des Britanniques. Le quartier général des opérations combinées était l'organisation du bureau de guerre britannique, créé en 1940, avec la tâche express de coordonner les branches des forces armées britanniques dans des opérations intégrées contre la côte de l'Europe occupée. En bref, leur travail consistait à mener des raids. Formé sous la tutelle de l'amiral de la flotte Roger Keyes, le 27 octobre 1941, le commandement a été transmis au Lord Louis Mountbatten, oncle du futur mari de la reine Elisabeth II, le prince Philippe, qui était alors un officier en service dans la Royal Navy, recevant le grade de Commodore avec son nouveau commandement. Malgré les malheurs plus larges qui ont frappé les Alliés au début de 1942, le commandement de Mountbatten était sur une sorte de lancée, ayant mené plusieurs raids de plus en plus réussis, culminant avec la destruction spectaculaire du dock de Saint-Nazaire pour empêcher le cuirassé allemand Tirpitz de l'utiliser pour frapper les convois alliés. Dans ce cas, le commandement de Mountbatten a concocté l'un des plans les plus audacieux de la guerre en transformant essentiellement un vieux destroyer britannique en une énorme bombe flottante guidée vers la cible par un équipage de volontaires. Le raid a été incroyablement réussi et un grand coup de propagande pour les Alliés, ce qui a permis à Mountbatten d'avoir une influence significative sur Churchill. Cependant, alors que Mountbatten et son personnel réduisaient le nombre de lieux potentiels pour le raid de Churchill, le Premier ministre s'est parfois révélé plus un obstacle qu'un allié. Pris dans l'excitation de l'entreprise qu'il planifiait,
il a commencé à faire des demandes irréalistes et parfois absurdes concernant l'ampleur de l'opération. Finalement, l'excitation de Churchill a été tempérée par des faits durs et froids, alors que le comité de sélection des cibles s'est retrouvé réduit à 7 cibles potentielles le long de la côte française. Un point clé dans la sélection de ces cibles était leur proximité avec les bases de la Royal Air Force dans le sud de l'Angleterre, d'où les chasseurs et les chasseurs bombardiers voleraient en soutien au débarquement. Finalement, ces 7 ont été réduits à un seul, qui semblait répondre à toutes les exigences pour une attaque réussie à l'échelle envisagée. Une petite ville côtière appelée Dieppe. Dieppe n'était qu'à 65 miles de New Haven en Angleterre, ce qui signifie qu'elle était confortablement à la portée des avions de chasse britanniques et était relativement peu défendue. Cependant, l'inconvénient était qu'à part une station radar assez récente construite là-bas, il y avait peu de choses de réelle valeur stratégique à trouver. Par conséquent, le raid à venir était non seulement unique par son ampleur, mais aussi parce qu'il n'avait pas d'objectif clairement défini autre que de tuer des Allemands, détruire leur matériel et leur défense et recueillir autant de renseignements que possible avant de se retirer. Cependant, cela a nié les objectifs plus larges du raid pour gagner la guerre. Le raid serait également une expérience de débarquement de grand nombre de troupes contre une position allemande fortifiée et testerait les tactiques et la technologie conçues pour finalement lancer une invasion à grande échelle de l'Europe occupée. Si cela réussissait également à choquer les Allemands, alors ils pourraient redéployer certaines de leurs forces du front de l'Est vers l'Europe pour se prémunir contre d'autres raids à grande échelle, donnant ainsi à Churchill et Roosevelt quelque chose de tangible pour tempérer les frustrations de Staline. Le 4 avril 1942, Mountbatten a fait une petite note sur le rapport fait par le comité de ciblage qui recommandait Dieppe. Il disait simplement « c'est parti ». Cependant, Dieppe était loin d'être une cible facile malgré ses défenses assez légères, et on s'est rendu compte que pour réussir, au moins 6 bataillons seraient nécessaires. Pour plus de sécurité, les chars ont été inclus très tôt dans le processus de planification. Ce serait la première fois que des véhicules blindés mèneraient une opération d'assaut amphibie. Initialement, le plan prévoyait que des unités blindées, équipées des nouveaux mais non testés chars, Churchill soient débarqués sur les flancs de Dieppe, puis encerclent vers l'intérieur, mais ce plan a été abandonné car on craignait que, compte tenu du temps qu'il faudrait pour que les chars atteignent Dieppe, l'élément de surprise serait perdu et la surprise allait être la clé du succès. Au lieu de cela, la décision a donc été prise d'utiliser des chars dans une attaque directe sur Dieppe, mais avec une attaque aérienne intense par des bombardiers lourds d'abord pour affaiblir les défenses. Ce nouveau plan verrait également des parachutistes britanniques atterrir sur les flancs, leur travail étant de faire taire les batteries côtières à l'est et à l'ouest de Dieppe respectivement, désormais baptisées « Opération Ruther ». Au total, la force d'assaut se composerait de près de 6000 troupes, dont plus de 5000 étaient membres de la 2e division canadienne sous le commandement du major général J. Hamilton Roberts. Tandis que les Canadiens et un millier de soldats britanniques se préparaient pour leur mission et que les équipages de chars s'entraînaient au débarquement, une grande flottille de navires se rassemblait prête à les transporter à Dieppe. Cependant, c'est ici que l'élément clé de Ruther, la surprise, a commencé à s'échapper. Un avion de reconnaissance de la Luftwaffe a repéré la flottille, alertant le commandement allemand qu'un événement important se préparait et de nombreux avions allemands seraient repérés dans les jours à venir, surveillant l'accumulation. Le 13 juin 1942, il a été décidé de mener une répétition générale et de faire envahir la côte du Dorset à Bridport et West Bay par les Canadiens qui étaient considérés comme les plus proches des conditions à Dieppe. Baptisé de manière plutôt distinctement canadienne sous le nom d'exercice Yukon, cela ne s'est pas déroulé comme prévu et a révélé plusieurs lacunes dans leur préparation. Compte tenu de cette performance moins qu'idéale, Mountbatten a estimé qu'il ne pouvait pas autoriser Ruther à avoir lieu et a reporté l'opération, ordonnant une autre répétition baptisée Yukon 2 qui devait avoir lieu le 23 juin. D'ici là, espérons que les erreurs du premier exercice auraient été apprises. Yukon 2 a été une grande amélioration, les hommes s'étant entraînés exceptionnellement dur dans les jours intermédiaires, et bien qu'il y ait encore quelques préoccupations persistantes, Mountbatten s'est senti suffisamment confiant pour donner le feu vert à Ruther. Ce n'est qu'à ce moment-là que la grande majorité des officiers de la 2e division canadienne ont été informés que l'entraînement était pour une véritable opération, tandis que la troupe n'a été informée qu'au moment où elle se préparait à embarquer sur ses navires de troupes le 2 juillet. La confiance parmi eux était élevée, mais déjà le destin intervenait.
Le temps dans la Manche se montrait aussi imprévisible que d'habitude, une tempête s'abattant et forçant l'opération à être retardée jusqu'au 7 juillet. Cependant, cela présentait ses propres problèmes, en ce sens que Dieppe connaîtrait une seconde marée plus tardive ce jour-là, donnant aux Allemands au moins 3 heures supplémentaires pour amener des renforts pour frapper les chars assis sur la plage, attendant que l'eau soit assez profonde pour que les engins de débarquement de chars puissent venir les récupérer. Mountbatten a donc décidé que le raid serait raccourci pour ne couvrir qu'une seule marée à Dieppe au lieu des 2 initialement prévues. Ainsi, la force d'assaut devrait faire autant de dégâts et récupérer autant de renseignements qu'elle le pourrait en 12 heures au lieu des 24 initialement prévus. Puis, aux premières heures du 7 juillet, alors que la force se préparait à entreprendre ce nouveau raid plus court, la Luftwaffe est apparue dans le ciel au-dessus de la flottille. 4 FW-190 armés de bombes de 500 kg ont attaqué les navires de troupes Her Majesty's Ship Princess Astrid et Her Majesty's Ship Princess Charlotte, alors qu'ils étaient à Yarmouth Roads, en attente de l'ordre de partir. Les 2 navires ont subi de lourds dégâts, et cela, couplé à la météo de plus en plus imprévisible, a contraint Mountbatten à annuler à contre-cœur Ruther. La force d'assaut est rentrée dans ses casernes au Royaume-Uni, fatiguée, frustrée, et beaucoup souffrant du mal de mer, ayant été enfermés dans leurs navires de troupes qui roulaient sur les eaux agitées pendant des jours. L'échec du plan de Mountbatten, avant même qu'il ne commence véritablement, a eu des répercussions au-delà de la simple annulation d'une seule entreprise militaire. De toute évidence, Staline n'était pas très content de ne même pas obtenir ce raid surdimensionné qu'on lui avait promis à la place du second front qu'il voulait. Cependant, des préoccupations émanaient également des cercles américains quant à la capacité de leurs alliés anglo-canadiens à mener une opération significative, ce qui a conduit certains à se demander s'il était même dans l'intérêt supérieur de l'Amérique de maintenir la politique de Roosevelt de traiter l'Allemagne comme la priorité par rapport au Japon. Enfin, il y avait la crainte que maintenant que les Allemands avaient été informés d'une grande opération probable contre la France occupée qui tournait mal, cela pourrait les encourager à réduire leur posture défensive et à envoyer plus de troupes vers l'Est. En bref, exactement le contraire de ce que Churchill espérait réaliser. Il a donc été rapidement décidé de relancer l'opération Ruther et de la reprogrammer dès que possible, et ce moment a été déterminé pour mi-août. Entre-temps, certains aspects du plan ont été légèrement modifiés. L'utilisation de parachutistes, par exemple, a été abandonnée, tout comme le bombardement pré-attaque par la Royal Air Force, encore une fois par crainte d'infliger des pertes civiles. Dans le premier cas, les parachutistes devaient être remplacés par des commandos qui entreraient par la mer comme le reste de la force d'assaut. Et détruire les batteries côtières flanquant Dieppe, c'était le genre de travail auquel la force commando était habituée. Il y avait donc peu d'inquiétude à cet égard, mais l'absence de bombardement pré-raid par la Royal Air Force était plus préoccupante, surtout que la Royal Navy refusait de laisser participer à l'opération l'un de ses cuirassés ou croiseurs de bataille avec leur puissance de feu importante. Le service était encore sous le choc de la destruction du Her Majesty's Ship Repulse et du Her Majesty's Ship Prince of Wales par des avions japonais 3 jours après l'attaque de Pearl Harbor et ne voulait pas répéter cela dans la Manche. Au lieu de cela, le raid devrait compter sur les bombardiers de chasse de la Royal Air Force, fournissant un soutien rapproché et la puissance de feu plutôt limitée de 8 destroyers qui les accompagneraient. Une unité supplémentaire qui devait être impliquée dans le raid était une 50aine de États-Unis, Rangers de l'armée, leur inclusion semblant être à la demande du président Roosevelt, qui voulait des États-Unis troupes pour être vues en action en Europe de l'Ouest. Pour le distinguer de la tentative précédente, le raid serait maintenant mené sous l'égide de l'opération Jubilee et le 18 août 1942, la force de raid a été de nouveau rassemblée et leur cible a été clairement définie. Dieppe. En traversant la Manche, la force de raid et leurs escortes ont reçu des briefings plus détaillés sur leur cible et sur la manière dont l'opération devait se dérouler. Ils allaient en débarquer sur 6 plages au total, chacune d'entre elles étant assignée à des couleurs afin de les identifier. Sur les flancs est et ouest de Dieppe se trouvait la plage jaune et la plage orange, où les unités de commando britanniques numéro 3 et 4 débarqueraient respectivement, éliminant les batteries côtières. Parmi eux se trouvèrent de petites forces de 3 commandos français, tandis que le commando numéro 4 inclurait également les 50 américains. Rangers de l'armée. Située entre la plage orange et Dieppe elle-même se trouvait la plage verte, qui serait assaillie par le régiment sud-saskatchewanais canadien et les Cameron Highlanders du Canada. Leur objectif était les défenseurs allemands à Pourville, qui étaient chargés de garder le côté est de Dieppe.
Parallèlement, la plage bleue, située entre la plage jaune et Dieppe, serait frappée par le régiment royal du Canada et le Black Watch du Canada pour faire taire les positions allemandes à Puy. L'effort principal de l'opération contre Dieppe aurait lieu sur les plages blanches et rouges et serait mené par le Royal Hamilton Light Infantry, l'Essex Scottish, les fusiliers Mont-Royal, le 14e régiment de chars de l'armée canadienne et le commando A de la marine royale britannique. Ils étaient chargés de se battre pour sortir de la plage, franchir le mur de la mer et entrer à Dieppe, repoussant les troupes allemandes et permettant le début de la destruction des défenses allemandes avant le retrait. D'emblée, il semblait y avoir plus de confiance en la réussite cette fois-ci, mais à l'insu des troupes alliées, alors qu'elles se naviguaient vers leur objectif, le destin conspirait à nouveau contre elles. Premièrement, une grande partie des renseignements utilisés n'avaient guère été mis à jour depuis Reuter, et les Allemands, sachant qu'il se passait quelque chose, avaient renforcé leur préparation en France, anticipant qu'une grande opération de raid aurait lieu, bien qu'ils s'attendaient à ce qu'elle se produise dans l'un des nombreux abris pour sous-marins qu'ils avaient construits. Leur plus grand indice, cependant, est venu lorsque les renseignements allemands ont réussi à insérer un agent double dans la résistance locale. Cet agent apprenant l'intérêt des Alliés pour la région autour de Dieppe, bien qu'il n'ait pas réussi à apprécier à quel point c'était important. La défense de Dieppe était assurée par la 302e division d'infanterie de la Wehrmacht, une unité à peine considérée comme d'élite par les Allemands ou les renseignements alliés. Compte tenu de l'ampleur des événements sur le front de l'Est, les rangs de la 302e ont dû être complétés par de nombreux volontaires non allemands provenant de pays occupés ou pro-Axe pour la porter à pleine force. De plus, ils ont dû se débrouiller avec un grand nombre d'armes belges, tchèques et françaises capturées, tandis que leurs équipes logistiques comptaient encore largement sur des chariots tirés par des chevaux. Cependant, ils étaient bien retranchés derrière de lourdes fortifications et pouvaient faire appel à des renforts significatifs, y compris des panzers stationnés à Amiens, ainsi que des chasseurs et bombardiers de la Luftwaffe, ce qui a incité les bombardiers britanniques et américains à ordonner des raids contre les aérodromes voisins dès le début du raid, dans l'espoir de détruire autant d'avions de la Luftwaffe au sol que possible avant qu'ils ne puissent intervenir. Opérant en silence radio, la flottille, composée de quelques 237 navires de différentes tailles, allant des navires de troupes et des destroyers aux engins de débarquement et aux canonnières, avait un calendrier strict à suivre pour assurer la cohésion. Ils ont réussi à naviguer à travers un champ de mines posé par les Allemands que la Royal Navy avait secrètement déminé à l'avance, et à 300 heures, les troupes ont commencé à débarquer de leurs engins de débarquement à une dizaine de miles de la côte. Cette distance étant nécessaire pour empêcher le radar côtier allemand de détecter les grands navires de troupes. Cependant, en Angleterre, les opérateurs de radar britanniques suivaient eux-mêmes un certain nombre d'objets longeant la côte française en direction de la flottille depuis Boulogne. Les objets étaient un petit convoi côtier allemand naviguant sous le couvert de l'obscurité, escorté par 3 chasseurs de sous-marins de la marine allemande, et leur destination était, de tous les endroits, Dieppe. Ainsi, les navires allemands sont tombés sur la section la plus à l'est de la flottille, comprenant 23 embarcations de débarquement, chacune transportant environ 20 hommes de nobles, 3 commandos, 2 canonnières d'escorte et 2 destroyers. Presque immédiatement, les canonnières britanniques et les chasseurs de sous-marins allemands ont commencé à échanger des tirs, mais les destroyers n'ont pris aucune mesure. Dans la confusion, depuis leur position éloignée, ils avaient cru que les tirs, en sens inverse, venèrent de la côte. L'un des chasseurs de sous-marins allemands a été coulé lors de la bataille, mais le mal était fait. Plusieurs engins de débarquement ont été coulés ou désactivés, tandis que le reste de la force s'est dispersé pour éviter la destruction, mais pire encore, la Wehrmacht à Dieppe savait maintenant avec certitude que les assaillants arrivaient. Seuls 18 des commandos ont débarqué à l'heure sur la plage jaune, à 450 heures sur le flanc éteux de Dieppe. Incapables de lancer leurs assauts pour détruire la batterie côtière, ils se sont plutôt mis à tirer sur la position allemande dans le but de perturber leur opération. Une tactique qui semble avoir fonctionné car aucun navire allié n'a été signalé comme touché par celle-ci pendant toute l'opération. En comparaison, sur le flanc ouest, le commando numéro 4, accompagné de 50 Américains. Les Rangers de l'armée ont lancé un raid presque sans faille sur la plage Orange et se sont dirigés vers la batterie. Parmi les hommes du commando numéro 4 se trouvait le major Patrick Portus, qui a été abattu à bout portant par un soldat allemand, la balle traversant sa main et son bras supérieur. Malgré tout, il a chargé son agresseur et l'a tué à la baïonnette. Quand un autre officier supérieur a été tué lors de l'assaut sur les canons.
Porthos a traversé à découvert, sous le feu, pour prendre le commandement de ses hommes et les mener à l'assaut. Touché une deuxième fois, il a continué sans se laisser abattre, jusqu'à ce qu'enfin, alors que les canons tombaient aux mains des Britanniques, il s'effondra à cause de la perte de sang, mais il serait plus tard évacué et recevrait la croix de Victoria pour ses actions, la plus haute distinction pour bravoure du Commonwealth britannique. En débarquant sur Green Beach, le régiment du sud de la Saskatchewan a débarqué dans l'obscurité et a réussi à surprendre quelque peu les Allemands basés à Pourville, mais lorsqu'ils se sont rassemblés, ils ont découvert que certains d'entre eux avaient débarqué de leur bateau de débarquement du mauvais côté de la rivière. Malgré la réalisation de leurs objectifs initiaux, le but était maintenant de relier les deux groupes, mais les tirs des Allemands perchés sur les falaises de chaque côté de la plage de débarquement ont causé un carnage. Le commandant du régiment, le lieutenant-colonel Cecil Merritt, a relevé le défi, se levant et balançant son casque. Il a dit à ses hommes que ce n'était rien et les a fait le suivre à travers le seul pont. Merritt a ensuite mené des attaques sur la colline avec ses troupes, rejoints par une partie des Cameron Highlanders, le joueur de cornemuse de l'unité continuant à souffler dans ses cornemuses, mais malgré leur avancée de près de 2 km à l'intérieur des terres, ils ont rapidement rencontré une très forte résistance et ont dû se retirer à la plage. Parmi ceux qui ont débarqué à Green Beach se trouvait un sergent de vol de la Royal Air Force nommé Jack Nissenthal. Lui, accompagné d'un petit nombre de gardes du corps canadien, avait pour mission de capturer la nouvelle station radar allemande à Pourville et de recueillir des renseignements sur ses capacités. N'ayant pas réussi à cet égard, Nissenthal s'est plutôt mis à couper les fils de téléphone reliés à la station radar, forçant les opérateurs allemands à recourir à la communication radio, qui pouvait alors être interceptée par les services de renseignement alliés de l'autre côté de la Manche, leur permettant de déterminer les performances de la station radar, mais pas de la manière qu'ils avaient prévue. Nissenthal avait été choisi pour la mission en raison de son expertise en technologie radar alliée. Mais la peur qu'il puisse être capturé et que ses connaissances soient extraites sous la torture était telle qu'on lui avait fourni une pilule de cyanure s'il estimait que sa situation était désespérée. À défaut, ses gardes du corps avaient ordre de le tuer. Pendant ce temps, à Blue Beach, les troupes d'atterrissage du Royal Regiment of Canada, plus 3 pelotons du Black Watch of Canada et un détachement d'artillerie, ont connu un début terrible. Le débarquement a eu lieu environ une demi-heure plus tard que prévu. À ce moment-là, un écran de fumée qui avait été posé par la Royal Air Force s'était dissipé, les laissant exposés au feu allemand depuis un blockhaus situé en haut d'une falaise proche. Dans une scène rappelant celle des troupes passant par-dessus lors de la Première Guerre mondiale, la plage s'est transformée en un gâchis de corps, les troupes canadiennes étant impitoyablement abattues par les mitrailleuses et les tirs de mortier allemands. Un petit nombre d'entre eux a réussi à quitter la plage et à monter les falaises, mais ils ont été maintenus en combat constant tout au long de la matinée, incapables de sortir ou de se retirer. Alors que la bataille pour les flancs de Dieppe commençait, la Royal Navy et l'Air Force ont commencé à préparer les plages rouges et blanches où les forces principales débarqueraient en bombardant les positions allemandes connues. Les bombardiers Hurricane ont bombardé et mitraillé les forces allemandes postées en haut des falaises, à l'est et près de la plage, avant de déposer un écran de fumée pour cacher l'approche des bateaux de débarquement. Le plan était de déployer les chars immédiatement au début du débarquement, mais malheureusement, les embarcations de débarquement de chars ont été retardées, ce qui signifie que l'infanterie a débarqué sans leur soutien blindé. Les Allemands se sont réorganisés alors que les avions britanniques partaient et ont ouvert le feu sur les zones de débarquement. Des dizaines d'hommes semblaient tomber sous les tirs de mitrailleuses allemandes. De nombreux soldats ont été touchés avant même de pouvoir sortir de leur embarcation de débarquement. Depuis les positions allemandes sur la falaise et un ancien casino de la ville qui avait été fortifié et transformé en une forteresse de fortune. Ceux qui ont réussi à descendre se sont souvent retrouvés à grimper sur les corps d'hommes qu'ils avaient appris à connaître comme des frères, mais qui étaient maintenant des cadavres sans vie. Le sergent John Liggett se souvient plus tard, nous devions juste rester près du mur. Les tirs croisés qui nous arrivaient rendaient impossible de bouger à 2 pieds du mur où vous l'obteniez. Il n'y avait personne pour s'occuper des blessés. Il n'y avait aucune protection contre les bombes de mortier qui tombaient tout autour de nous. Il était impossible de donner des ordres, d'essayer de faire quoi que ce soit, et cela s'est avéré être chacun pour soi. Finalement, et sans doute à la grande soulagement des Canadiens qui étaient coincés derrière le mur de la plage, les chars Churchill du 14e régiment de l'armée canadienne ont commencé à arriver. Mais d'ici là, des dégâts sérieux avaient déjà été causés. Malheureusement, l'arrivée des chars n'a pas vraiment aidé à inverser la situation en faveur des Canadiens. 29 chars. Churchill ont été débarqués sur les plages, moins que prévu, et parmi ceux-ci, 2 ont coulé dans les eaux profondes, et 12 autres ont été immobilisés lorsqu'ils se sont enlisés dans les galets mous de la plage.
Cependant, 15 chars ont quand même réussi à franchir le mur de la mer pour se heurter à de nombreux obstacles que les Allemands avaient de placer sur leur chemin qu'ils ne pouvaient pas franchir. Des survivants du Royal Hamilton Light Infantry ont également réussi à traverser la ligne de défense allemande pour entrer dans la ville. Mais avec les chars incapables d'aller plus loin, cela aurait été un suicide de continuer. Et ils ont donc commencé un retrait combatif vers la plage. Coincé derrière le mur de la mer, le colonel Bob Labott, commandant du Royal Hamilton Light Infantry, a désespérément essayé de contacter par radio le commandant de la 2e division canadienne, le major général Roberts, pour signaler la situation, mais sa radio était endommagée, ce qui signifie que les messages étaient bien brouillés. Roberts a plutôt cru qu'une évasion avait eu lieu et a donc déployé ses réserves sous la forme des fusiliers de Montréal et des Royal Marines britanniques du Commando A. En atteignant les plages, ils ont subi le même sort que les troupes avant eux, beaucoup ayant été tués à peine avoir pu mettre un pied sur la plage. Pratiquement toutes les forces allemandes du nord-ouest de la France ayant été alertées de la nouvelle du raid, il y a maintenant une ruée pour envoyer des renforts à Dieppe. De plus, la Luftwaffe a commencé à déployer des avions pour attaquer les plages où ils ont rencontré une forte couverture de chasseurs britanniques, tandis que la marine allemande a également déployé des e-bateaux à grande vitesse dans une tentative de torpiller la flottille de navires, mais les Hurricanes de la Royal Air Force ont plongé sur ces navires, les abattant avant qu'ils ne puissent atteindre la côte de Dieppe. À 8h30, réalisant que la journée était perdue, ceux qui étaient encore en vie sur la plage bleue ont commencé à se rendre aux défenseurs allemands. Plus tard dans la matinée, à Powville, les Cameron Highlanders et le South Saskatchewan Regiment se sont rapidement engagés dans une lutte acharnée jusqu'à la plage verte. Cependant, il était évident que toute tentative d'atteindre les engins de débarquement, une fois là-bas, serait équivalente à un suicide. Le lieutenant-colonel Merritt a donc mené une petite troupe pour retenir les Allemands, permettant à un maximum de leurs compagnons de s'enfuir. Parmi ceux ayant pu quitter la plage se trouvait le sergent de vol Nicentor. Merritt sera plus tard capturé lorsque lui et ses hommes survivants ne pourront plus combattre, bien que pour ses actions, il recevra plus tard la 2e croix de Victoria de l'opération. Sur les 2 principales plages, les Allemands avaient, en fin de matinée, commencé à avancer sur les Canadiens, prenant des prisonniers en masse, alors que ceux qui étaient encore en vie n'avaient guère d'autre choix que de se rendre. Le major Forbes West, blessé à la jambe près du mur de la mer, était incapable de bouger lors de sa capture. Les Allemands ont permis aux Canadiens indemnes de rassembler leurs camarades blessés, y compris West, afin de les sortir des plages et de leur prodiguer des soins médicaux en tant que prisonniers de guerre. Mais alors, l'air gronda avec le bruit d'un bombardier de chasse de la Royal Air Force commençant sa course d'attaque. West se rappelle qu'on ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Nous ne pouvions pas dire « mais les gars, c'est fini, et vous ne tuez pas les Allemands, alors les bombes sont tombées ». Et puis les Allemands ont fait descendre toutes les personnes qui avaient aidé à ramasser les blessés de la plage et puis la marée est arrivée et sans aucun doute certaines personnes qui auraient pu être ramassées sont sorties avec la marée parce qu'elles étaient trop gravement blessées pour se aider elles-mêmes alors qu'il devenait clair que le raid se transformait en bain de sang. Il y a maintenant eu un effort frénétique pour évacuer autant d'hommes que possible. Cependant, les engins de débarquement qui les avaient transportés jusqu'aux plages avaient également été malmenés par les défenses allemandes, y compris un nombre croissant d'avions de la Luftwaffe remplissant le ciel. Le plan du commandement des chasseurs de la Royal Air Force pour attirer autant d'avions allemands que possible avait fonctionné, mais avait ensuite échoué de manière spectaculaire, alors que les chasseurs allemands déchiraient les escadrons britanniques, canadiens et une poignée d'escadrons américains avec seulement quelques engins de débarquement en état de naviguer restants pour s'échapper. Tout équipement qui prendrait de la place a été abandonné, y compris tous les chars Churchill qui ont réussi à atteindre le rivage. Beaucoup des engins de débarquement étaient surchargés, endommagés, et certains coulaient même lentement, mais peu de soldats s'en souciaient. C'était un moyen de sortir de l'enfer des plages de Dieppe, même si cela signifiait de braver le gant des mortiers allemands, des mitrailleuses et des avions. À 14h, tout était terminé. Des 10 500 troupes alliées, marins et aviateurs déployés pour participer à l'opération Jubilee, plus de 4000 avaient été tués, blessés ou faits prisonniers, les Canadiens seuls perdant les 2/3 de leur force totale avec 907 morts et 1946 capturés. Une grande partie du blâme est initialement tombée, plutôt injustement, sur le commandant de la 2e division canadienne, le major général Roberts, et il n'a jamais commandé de troupes sur le terrain à nouveau. Dans les airs, la Royal Air Force a perdu 106 avions, n'abattant qu'environ 48 Allemands.
Ajoutant l'insulte à l'injure, le fait que 6 des avions perdus de la Royal Air Force soient à tomber à la suite de tirs amis alors que la confusion régnait, tandis que 3 bateaux de sauvetage à grande vitesse, basés à Douvres, ont également été perdus en tentant de récupérer les aviateurs abattus, laissés à bombarder dans la Manche. La seule consolation tirée de Dieppe par le commandement des chasseurs était que le nouveau Spitfire Mark IX avait prouvé qu'il était au moins à la hauteur du FW190, bien que fonctionnant à l'extrême de sa portée sur Dieppe depuis des bases en Angleterre signifiait que les pilotes de Spitfire n'avaient l'un souvent que 5 à 10 minutes de carburant pour le combat, limitant son efficacité. En tout, 33 engins de débarquement déployés ont été totalement détruits, tandis que beaucoup d'autres ont subi divers degrés de dommages. À cela s'ajoute la perte du destroyer de la Royal Navy Her Majesty's Ship Berkeley, qui a été endommagé par des avions allemands, puis sabordé lors de l'escorte de la force meurtrie et ensanglanté de retour en Grande-Bretagne. Immédiatement après la fin du raid, Churchill et Mountbatten ont tenté de donner une tournure aux événements qui les présenteraient sous un jour positif. Au début, le raid a été déclaré comme une victoire coûteuse, mais le public n'a pas été dupe. Et donc, lorsque la vérité a éclaté, tous deux ont alors considéré l'expérience de Dieppe comme une leçon nécessaire avant que la grande croisade contre la tyrannie nazie ne puisse commencer avec une invasion alliée à part entière de la France par la mer. Churchill ira jusqu'à dire assez froidement que les leçons de l'opération Jubilee étaient si importantes que le raid était une contribution canadienne de la plus grande importance pour la victoire finale. Mountbatten est allé encore plus loin, déclarant après la guerre que « Je ne doute pas que la bataille de Normandie a été gagnée sur les plages de Dieppe. Pour chaque homme qui est mort à Dieppe, au moins 10 autres ont dû être épargnés en Normandie en 1944. » S'il est vrai que Dieppe a été fortement scruté lors de la planification du jour J, afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, il est également clair que Mountbatten et son état-major de planification étaient déjà conscients de nombreuses insuffisances de Jubilee auparavant, et ont plutôt décidé de les minimiser en comptant sur l'élément de surprise sans avoir de plan de secours. Un exemple typique de cela est le manque de soutien de l'artillerie navale lourde de grands navires de guerre, la force d'escorte de destroyers ayant des canons de calibre beaucoup plus petits que les batteries côtières allemandes et d'une aide minime contre certaines des fortifications allemandes les plus solides. Parmi les autres échecs, citons un manque de renseignements à jour sur la préparation allemande entre Ruther et Jubilee, l'absence de bombardement pré-raid par des bombardiers lourds et toute véritable enquête sur le fonctionnement des chars sur les plages de Dieppe. Bien qu'aucune personne ne puisse être tenue responsable de tous ces manquements, Mountbatten est resté une figure impopulaire au Canada après la guerre pour son rôle dans le raid de Dieppe. Pour les Canadiens, Dieppe occupe une place dans la psyché publique similaire à celle de la Somme en Grande-Bretagne, Gallipagly en Australie et Iwo Jima aux États-Unis. C'est une histoire de comment, à la fin, après toute la politique, l'idéologie et les débats sur la nécessité ont passé, finalement l'histoire de la guerre n'est rien de plus que l'histoire de la capacité de l'humanité à infliger de la souffrance aux autres.